Dans cette deuxième partie du cours de mécanique de la rupture dédiée à la rupture par fatigue, on va s'intéresser au calcul de fatigue. Les objectifs d'un calcul de fatigue. Donc, on fait des calculs de fatigue, premièrement, pour déterminer le temps nécessaire à une fissure pour s'amorcer. C'est l'amorçage et la micropropagation ou bien le stade 1. Et on fait aussi des calculs pour déterminer la durée de vie de la structure pour une propagation stable de la fissure. Ça veut dire le stade 2. Donc, pour le cas de l'amorçage et la micropropagation, donc c'est un phénomène qui est encore mal compris, qui est encore à l'état des études. Donc, il y a beaucoup d'études qui se font sur l'amorçage des fissures et la micropropagation. Donc, sachant que le temps nécessaire pour, si on considère la durée de vie totale de la structure qui a été rompue par une fissure, donc le temps nécessaire à l'amorçage et la micropropagation de la fissure est beaucoup plus important que le temps nécessaire à la fissure pour évoluer d'un état macroscopique à sa taille critique. Donc nous, on va s'intéresser aux lois de propagation concernant le stade 2. Donc qui sont des lois relativement simples et qui peuvent être mises en pratique dans des exercices et des problèmes pédagogiques. Donc, on va s'intéresser donc à la propagation stable du stade 2. Donc, le concept de durée de vie sûre ou bien le safe life impose de déterminer la durée de vie d'une structure en nombre de cycles. Donc, sur une courbe XY, donc on va disposer sur l'axe des abscisses le nombre de cycles à la rupture. Donc, comme le nombre de cycles est très important dans un essai mécanique de fatigue, donc on met l'axe est à l'échelle logarithmique et on va mettre sur l'axe des Y ou l'axe des ordonnées, on va mettre la contrainte appliquée. Donc, on va définir après c'est quoi cette contrainte appliquée. Donc, c'est Wohler qui est un ingénieur allemand, c'est le premier à avoir fait des essais de fatigue sur des éprouvettes cylindriques. Donc, il applique une certaine contrainte de traction donc c'est des essais de flexion, mais comme la flexion elle se traduit par des contraintes de traction compression sur l'éprouvette, donc il applique un certain moment de flexion à l'éprouvette qui se traduit en une certaine contrainte de traction ou de compression sigma. Donc pour cette contrainte là, il calcule ou bien il fait l'essai, il fait tourner la machine jusqu'à rupture de l'éprouvette. Donc, il marque le nombre de cycles à rupture. Donc, vous remarquez que pour une contrainte, pour des contraintes inférieures à sigma d qu'on appelle le seuil de rupture, pratiquement la courbe elle est horizontale, ça veut dire il n'y a pas de rupture. Quand on dit il n'y a pas de rupture, ça veut dire le nombre de cycles à rupture est très grand. Généralement, il est supérieur à 10 puissance 7, 10 puissance 8 cycles. Alors, pour une contrainte qui est égale à la limite d'élasticité, on voit que le nombre de cycles est assez réduit. Et pour des contraintes qui sont supérieures à la limite d'élasticité, donc le nombre de cycles est très faible. Donc dans cette partie-là, pour des contraintes comprises entre la limite d'élasticité et la contrainte ultime, c'est la fatigue oligocyclique. Donc elle ne fait pas partie de ce cours-là. Donc nous, on va s'intéresser à la fatigue pour des structures ayant subi des chargements qui sont inférieurs à la limite d'élasticité. Donc, on va s'intéresser à cette zone-là qui est la zone utile de la structure, comprise entre sigma d et sigma y. Donc, la courbe de Wohler, elle permet de déterminer pour une contrainte de service donné la durée de la vie de la structure en fonction du nombre de cycles. Donc, ça rentre dans le cadre du concept de tolérance au dommage. Donc, ça fait partie du concept de tolérance au dommage où on tolère le défaut et on essaie d'estimer sa durée de vie en nombre de cycles. Alors, maintenant, on va définir le chargement en fatigue. Donc, un chargement en fatigue, comme c'est un chargement cyclique, donc il peut être comme représenté par une fonction en dents de scie ou bien une fonction harmonique sinus ou cosinus. Donc, nous avons un chargement maximal, un chargement minimal et un chargement moyen. Et l'amplitude de chargement, c'est sigma A.
Donc, sigma A, c'est l'amplitude du chargement. Donc, sigma A, c'est sigma max moins sigma min sur 2. Et sigma moyenne, c'est sigma max plus sigma min sur 2. Et le rapport de charge, c'est sigma min sur sigma max. Donc, au laboratoire, généralement, dans les laboratoires, on utilise ce qu'on appelle un chargement alterné. Avec R égale moins 1, ça veut dire que sigma max est égal à sigma min. Donc, nous avons une contrainte qui évolue entre moins sigma et sigma. Donc, automatiquement, la contrainte moyenne sigma m, c'est 0. Et la contrainte appliquée, c'est sigma. Sigma A, la contrainte appliquée, c'est sigma. Donc, c'est le type de chargement qu'on utilise dans les laboratoires de recherche. Maintenant, quand on obtient la courbe de Wöhler pour ce genre de chargement alterné, comment définir la correspondance entre une courbe de Wöhler à chargement quelconque avec une courbe de Wöhler à chargement alterné? C'est ce qu'on va voir dans le prochain slide. Donc, le chargement répété aussi, il peut être utilisé dans les laboratoires. C'est lorsque nous avons une contrainte qui augmente jusqu'à sigma, ensuite qui redescend à 0. Donc, le chargement répété, ça peut être un plus sigma 0 qui se répète, ou bien un moins sigma 0 quand il s'agit d'une compression qui se répète. Donc, dans le chargement répété, la contrainte moyenne, c'est la contrainte appliquée, c'est sigma sur 2. La contrainte maximale, c'est sigma appliqué. Et nous avons la contrainte appliquée est égale à sigma sur 2. Correction. Donc, nous avons aussi le chargement répété, où la contrainte augmente jusqu'à une certaine valeur, puis elle redescend jusqu'à 0. Donc, on peut avoir 0 plus sigma, 0, et on peut avoir, dans le cas d'une compression, 0 moins sigma 0. Et pour ce type de chargement, R égale à 0, puisque la contrainte minimale, c'est 0. La contrainte moyenne est égale à sigma sur 2. Et la contrainte minimale, c'est 0. La contrainte maximale, c'est sigma. Et la contrainte appliquée sigma A, qu'on va retrouver sur la courbe de Wöhler, c'est sigma sur 2. Donc, sur la courbe de Wöhler, on trace sigma A en fonction du nombre de cycles à rupture. Donc, voici une courbe de Wöhler qui a été tracée pour trois types de valeurs de sigma m. Donc, nous avons la courbe sigma m qui est égale à 0. Et nous avons la courbe tracée pour un sigma m inférieur à 0. Et nous avons la courbe qui a été tracée pour un sigma moyen qui est supérieur à 0. Donc, si dans le laboratoire, j'ai tracé ma courbe de Wöhler pour une contrainte sigma m est égale à 0, comment déduire les valeurs des contraintes à rupture pour d'autres types de chargements où sigma m est inférieur à 0 ou bien sigma m supérieur à 0. Donc, pour cela, nous avons des formules de passage. Nous avons plusieurs formules de passage. Parmi les formules de passage les plus simples, on trouve la formule de Goodman. Donc, la formule de Goodman qui stipule que, donc, elle nous permet, premièrement, la formule de Goodman, la première formule de Goodman permet de calculer le seuil de rupture, et la deuxième formule, la relation de Goodman, elle permet de calculer le sigma appliqué correspondant. Donc, ici, pour sigma m égale à 0, j'ai un sigma A. Et j'ai un sigma seuil, sigma d, correspondant à sigma égale à 0. Donc, je vais utiliser ces deux valeurs-là pour calculer le nouveau sigma A correspondant à mon chargement et le nouveau sigma d correspondant à mon chargement. Donc, par exemple, j'ai un sigma m qui est supérieur à 0. Donc, mon sigma d, il est ici. Et mon sigma appliqué, sigma A, donc je vais le calculer. Alors, pour le sigma seuil correspondant à mon chargement, c'est égal au sigma moyen de mon chargement, plus le sigma seuil correspondant à la courbe de Wöhler pour sigma m égale 0, que multiplie 1 moins la contrainte sigma moyenne de mon chargement sur la contrainte ultime du matériau. Donc ça, c'est une propriété, donc c'est une valeur spécifique au matériau, c'est la contrainte ultime ou bien la contrainte maximale atteinte dans la structure avant rupture. Donc une fois j'ai le sigma seuil, je peux calculer donc maintenant par la deuxième relation la contrainte, la sigma A équivalent.
Donc, sigma A équivalent que je vais mettre sur la courbe pour avoir mon N. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Donc, j'ai sigma A de mon cycle. Le sigma A de mon cycle sur le sigma A équivalent plus le sigma M sur le sigma U est égal à 1. Donc, utilisant le sigma A correspondant de la courbe, je peux déterminer le sigma A équivalent. Donc, une fois j'ai le sigma A équivalent, je vais chercher directement le nombre de cycles à rupture pour mon matériau. Donc, en résumé, si j'ai une courbe, si j'ai la courbe de Wöhler qui a été tracée pour un sigma M égale 0, si pour mon chargement qui est différent avec un sigma M inférieur au 0 ou bien un sigma M supérieur au 0, j'ai deux relations de Goodman. La première me permet de calculer le sigma D correspondant à mon chargement en utilisant ma contrainte, la contrainte moyenne de mon chargement, la contrainte seuil correspondant à sigma M égale 0 et la contrainte ultime du matériau. Et pour calculer le sigma A équivalent que je vais utiliser pour calculer le nombre de cycles à rupture, je vais utiliser mon sigma A correspondant à mon chargement, le sigma moyen correspondant à mon chargement et le sigma ultime correspondant à mon matériau. Alors, ceci est la courbe de Wöhler expérimentale. Donc, vous pouvez voir ici les triangles correspondant aux expériences, aux différents points d'expérience. Donc, pour chaque niveau de contrainte, il y a eu deux voire 3 essais. Donc, comme ici, il y a 2 essais. Là, il y a 2 essais confondus. Donc, ici, pour déterminer le seuil, donc, ils ont utilisé une technique en escalier. Donc, on augmente et on diminue la contrainte jusqu'à avoir la courbe asymptotique. Donc, ici, c'est écrit pas de rupture pour ces deux valeurs-là. Ça veut dire que le nombre de cycles, on a dépassé les 100 millions de cycles, il n'y a pas eu de rupture pour une valeur de 150 mégapascales. Donc, on peut considérer que la contrainte 150 mégapascales est une contrainte seuil. Donc, ici, c'est un matériau, c'est un alliage d'aluminium dont la contrainte ultime sigma U est égale à 570 mégapascales et la contrainte, la limite d'élasticité, c'est 435 mégapascales et les conditions, c'est contrainte cyclique complètement renversée. Donc, c'est le premier cas avec sigma M égale à 0. Alors, cumul du dommage. Donc, on va essayer maintenant de quantifier le cumul du dommage. Ça veut dire comment le dommage, darar, il s'accumule dans la structure. Donc, on sait qu'une structure qui a subi un certain nombre de cycles d'un chargement donné avec une contrainte moyenne et une contrainte sigma A donnée, donc elle a subi un certain dommage. Donc, si on change de chargement, donc elle va subir un nouveau dommage, mais comment ajouter, ça veut dire comment faire la somme du premier et du deuxième dommage pour trouver, quantifier le dommage total. Donc, une des méthodes simples à utiliser, c'est la règle de Miner, qui dit que le dommage total de la structure, c'est la somme des dommages partiels. Si le dommage calculé est égal à 1, 100%, donc la structure a été endommagée entièrement, donc elle a été rompue ou bien elle est hors service. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple l'exemple de 2 cycles. Donc une structure a subi un premier cycle avec une contrainte moyenne sigma M et une contrainte appliquée sigma 1 pendant un nombre de cycles est égal à n, et elle a subi un autre cycle de chargement, sigma prime M moyenne, sigma A prime appliqué, pendant n prime cycle. Donc, on va vers la courbe de Wöhler, correspondant au chargement entièrement renversé, sigma M égale 0. On va chercher le nombre de cycles à rupture pour le premier sigma A équivalent. Ensuite, on va chercher le deuxième nombre de cycles à rupture pour le deuxième sigma A' équivalent. Ensuite, il suffit de diviser le nombre de cycles subis par la structure par le nombre de cycles à rupture. Donc, le premier dommage correspondant au nombre de cycles subis par la structure sur le nombre de cycles à rupture pour la contrainte équivalente sigma A
et le deuxième dommage est égal au nombre de cycles qu'a subi la structure N' pour le deuxième cycle, divisé par le nombre de cycles à rupture pour la deuxième contrainte sigma A'. Et le dommage total, c'est la somme des dommages partiels D1 plus D2. Alors, ceci donc la courbe de Wöhler concerne le chargement uniaxial. Pour le chargement multiaxial, nous avons une multitude de critères de fatigue multiaxiale, ce qu'on appelle les critères de fatigue multiaxiale. Donc, nous avons pas un nombre important de critères. On va ici exposer juste un critère qui est très largement utilisé pour les métaux, c'est le critère de Dongvan. Donc, c'est le critère de Dongvan 1, il y a le critère de Dongvan 2. Donc, on va parler du critère de Dongvan. Donc, par exemple, pour un chargement multiaxial, donc chaque point de la structure, dans chaque point de la structure, nous avons le tenseur des contraintes. Donc, à partir de ce tenseur des contraintes, on va calculer la contrainte hydrostatique, c'est la trace de sigma, donc c'est sigma 1,1 plus sigma 2,2 plus sigma 3,3 sur 3, donc c'est la contrainte hydrostatique, et on va calculer le cisaillement maximal qui est max de sigma I moins sigma J. Donc on calcule, ça c'est les contraintes principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3, donc on calcule le max de sigma I moins sigma J sur 2, et on a le cisaillement maximal. Et on peut calculer aussi le taux moyen. Le taux moyen, c'est sigma 1 plus sigma 2, c'est taux 1 plus taux 2 plus taux 3 sur 3. Alors, la démarche pour ce critère-là, donc on calcule sigma H, on calcule le taux max et taux moyen pour chaque point, et on trace le trajet du chargement taux max moins taux moyen en ordonnée et sigma H en fonction du sigma H en abscisse. Ensuite, on trace la droite limite pour une durée de vie NC. Donc, pour une durée de vie NC, on trace la droite limite taux moins taux moyen égale B moins A de sigma H. Par exemple, ici, on a tracé la droite, une première droite pour un chargement pour une durée, ou bien pour une durée de vie NC. Ensuite, on trace, par exemple, ici, c'est une droite qui a été tracée pour un NC qui est égal à 10 puissance 6. Ici, c'est une droite qui a été tracée pour 10 puissance 7. En noir, c'est le tracé du chargement, taux max moins taux moyen en fonction de sigma H. Et nous avons les différentes droites qui ont été tracées en fonction du nombre de cycles à rupture. Donc, si le trajet de chargement est dans l'intervalle limité par la droite limite, alors la rupture se produira après un nombre de cycles supérieur à NC. Ça veut dire que ici, par exemple, nous avons une probabilité pour que la rupture se produise pour des cycles inférieurs à 10-6. La même chose ici, inférieur à 10-7. Mais ici, par exemple, NC, la droite, elle se trouve hors du trajet, donc elle ne coupe pas le trajet. Donc, la rupture se produira à des nombres de cycles supérieurs à NC. Ça veut dire que il suffit de trouver la droite qui ne coupe pas le trajet de chargement pour déterminer le nombre de cycles où la structure ne risque pas de casser. Ça, c'est le critère de Dongvan.